j'ai beaucoup de chance d'avoir mon père comme entraîneur. Beaucoup, beaucoup de chance. Je pense chaque fois que je pense à ma mère, je pense à une femme forte, une femme indépendante, une femme qui va protéger ses enfants pour qu'on peut, entre guillemets, survivre dans la vie professionnelle. Je pense que j'ai compris que la pression, je dois l'accepter. Bienvenue Leila, comment tu vas? Bonjour Justine, je vais très très bien. Tout d'abord, peux-tu me parler un peu de d'où vient ta passion pour le tennis puis comment ta carrière a commencé? C'était drôle parce que dès que j'étais jeune, je voulais être une joueuse de foot, pas une joueuse de tennis. Le tennis n'existait pas dans la famille, on savait pas que le tennis était un sport. Alors je voulais être une joueuse de foot, puis mon père, il voulait que moi, je m'amuse plus dans le sport, de pas seulement se concentrer dans un sport et d'avoir juste la mentalité que je vais être une joueuse de foot, et c'est ça. À cause que lui aussi, il jouait au foot, il voulait que moi, je trouve ma propre passion et de pas continuer dans le chemin de mon père. Alors, j'ai eu la chance de pratiquer un peu de la natation. Aussi, j'ai fait un peu de courses petites. Dans l'école primaire, c'était des marathons, 2,4 km. Alors, j'ai beaucoup aimé courir. Puis un jour, mon père est retourné du travail avec une raquette de tennis. Et dès que j'ai frappé la première balle, je me suis tombée en amour du sport. J'ai beaucoup aimé frapper la balle et juste jouer avec mon père en avant de la maison. Puis d'aller au parc chaque fin de semaine, de jouer avec lui, puis ma petite sœur. Alors, c'était là où vraiment l'amour a commencé, mais je pense pas que j'ai fait une décision d'être professionnelle jusqu'à l'âge de 12-13 ans. Alors, quand même. De 5 ans à 12-13 ans, c'était plus récréation, de jouer avec quelques filles chaque semaine. Je continuais avec le sport de foot aussi, alors la compétition était toujours haute pour moi. J'avais beaucoup d'énergie. Puis tu parles évidemment de ta famille, à quel point ça a joué un rôle important dans ta carrière. Peux-tu me parler un peu de ta famille? Je pense que tu t'en parles beaucoup dans plusieurs entrevues, puis c'est quelque chose que je partage énormément. J'ai compétitionné toute ma vie, ma carrière avec mes sœurs, donc je sais à quel point c'est important. Mais depuis que vous êtes toutes jeunes, vous êtes tissé serré, votre famille. Tu le dis souvent en entrevue, c'est ta force, c'est ta clé. À quel point maintenant, avec du recul, tu te rends compte à quel point ça a changé le courant de ta vie? Honnêtement, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée où tout a changé parce que on a commencé cette aventure comme j'ai dit, depuis l'âge de 12-13 ans. Et là, vers, on va dire, 15-16 ans, on a fait vraiment la décision de déménager aux États-Unis pour commencer, entre guillemets, la vie professionnelle d'une joueuse de tennis. Alors, c'était un peu difficile, mais comme vous avez dit, ma famille, c'est ma force clé. C'est eux qui m'ont vraiment encouragée de continuer dans le sport que moi j'aime, de continuer dans la compétition et de toujours sourire dans les moments difficiles. Comme tu sais, on a beaucoup de moments difficiles où qu'on perd des compétitions. Alors, dans ces moments-là, quand je pense que je veux abandonner ou je veux arrêter le sport, ma petite sœur, surtout ma petite sœur, m'a toujours dit de n'abandonne pas tout de suite, que je vois toujours l'amour que tu as pour le sport et de juste continuer à travailler, de s'amuser. Et j'ai eu beaucoup de chance que je suis pas la seule dans ma famille qui joue au tennis. Ma petite sœur, elle aussi, elle joue au tennis professionnel et universitaire. Alors, elle sait un peu la pression que je vis, puis elle peut me guider dans ces moments-là. Que c'est un peu drôle. Normalement, c'est moi, la grande sœur, qui doit guider la petite sœur, mais c'est elle qui m'aide. D'où tu penses que cette sagesse-là lui vient à ta petite sœur? Parce que j'ai l'impression qu'elle t'a souvent donné tellement des incroyables conseils. D'où ça vient, cette sagesse-là? Je pense que cette sagesse-là, ça vient de tous les moments où elle me voit entraîner.
Elle est très indépendante. Alors, il y a des moments où elle décide que non, je veux pas m'entraîner aujourd'hui, je vais aller au parc. Mais dans ces moments-là, je suis sûre qu'elle voit des petits détails ici et là où moi, je ne vois pas. Alors, c'est comme j'ai une autre personne qui est là pour m'aider dans ces moments-là. Elle aussi, elle a eu comme mon père comme entraîneur et il continue à être son entraîneur. Alors, elle sait les messages qu'il me dit des fois que moi et lui, on a un peu de friction, que c'est très normal comme père et fille et entraîneur et joueur. Alors, elle, comme personne qui est dans un autre cours, elle entend le message, puis elle voit ce que lui, il essaie de me dire, et elle peut le traduire dans une phrase que moi, je peux entendre. Alors, elle est très intelligente, très indépendante, et je pense qu'à cause de ça, elle sait comment me donner des conseils dans ces moments-là. Wow, OK, mais c'est vraiment beau à entendre. Puis honnêtement, ça fait tellement du sens parce que je pense à mes sœurs, puis c'est tellement le même genre un peu de dynamique parce qu'on dirait que ta sœur te connaît tellement qu'elle est capable de voir aussi d'un œil extérieur, comprendre la situation, puis je pense de réussir à te parler dans les bons mots qu'il faut qu'elle te parle. Puis c'est vraiment une force en soi d'avoir une sœur comme ça. Puis tu en as parlé maintenant au niveau universitaire. Donc, vous avez passé quasiment toute votre vie à vous entraîner ensemble. Puis là, ça fait depuis sous peu que maintenant, à l'université en Californie, comment que c'est pour toi de devoir maintenant t'entraîner sans elle? J'imagine que ça doit être une transition quand même difficile, je peux l'imaginer. Oui, c'était une transition très difficile. Je pense un peu plus difficile pour mon père que pour moi parce que moi, je voyage beaucoup. Alors, la dernière année, j'ai pas eu l'opportunité de m'entraîner avec elle. Alors, j'ai eu cette séparation, mais mon père, il était avec elle depuis longtemps. Il continue de l'aider, mais plus à la maison, et pas en Californie. Puis, je pense pour lui, c'était un peu plus difficile, mais on a eu beaucoup de chance qu'on vit dans une monde avec des électroniques, avec du téléphone. Alors, j'ai eu beaucoup de chance que je peux envoyer des messages et elle peut m'appeler quand elle veut. Alors, pour moi, c'est une opportunité pour elle de continuer à grandir et de continuer à apprendre dans le sport de tennis et aussi de continuer dans ses études. Alors, je suis très contente qu'elle a fait cette décision, puis qu'elle peut, comme j'ai dit, juste continuer à grandir et d'être une femme indépendante. C'est sûr que oui, j'imagine que autant tu es tellement fière de ta sœur qu'elle continue à grandir puis qu'elle s'épanouisse personnellement. Puis en même temps, c'est tellement déchirant parce que je pense que quand tu aimes autant ta sœur puis que tu as tellement passé de temps collé, tu sais, serré à vous entraîner, passer 24/7, puis là, tu te ramasses toute seule dans ta chambre d'hôtel. Des fois, ça doit être difficile parce que je pense que c'est tellement pas comparable, une relation de sœur. Comment tu trouves pas ça nulle part? Mais c'est beau. Puis je pense que c'est aussi... ça fait partie de la vie de devoir laisser aller. T'sais, pour moi, je me suis entraînée toute ma vie avec mes sœurs. Puis là, je suis partie faire du ski professionnel, mais seule. Puis j'ai trouvé ça tellement dur de ne pas être avec elle parce que je pense que cette relation-là, c'est unique. Puis il n'y a pas personne qui te comprend mieux que ta sœur. Oui, non, c'est vrai. Et je pense pour moi, c'est plus à cause que je partage tout avec ma sœur, ou mes sœurs, ma grande sœur aussi. Mais plus avec ma petite sœur parce qu'elle aussi a eu elle a vécu dans le sport de tennis et elle continue à jouer le tennis. Mais quand j'ai commencé à voyager un peu plus seule dans le tour professionnel, c'était plus difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'amis. Alors, on doit avoir quelqu'un dans nos côtés pour qu'on a beaucoup de confiance, qu'on peut parler avec, on peut déconnecter du sport et pas seulement être 24/7 tennis. Et ma petite sœur, elle comprend ça
à 100%, que chaque fois que je parle avec elle, même maintenant, on parle pas de tennis. C'est comme une règle qu'on a dit depuis longtemps que si on parle, on va pas parler du tennis. Seulement si j'ai besoin d'aide ou un conseil, je vais te demander. Et c'est une conversation de 5 minutes, c'est tout. Exact. Ah, j'adore. C'est parfait. Il y a tellement des règles non écrites entre sœurs. Au début, évidemment, tu me parles, il y a ta famille qui est importante, mais ton papa et ton entraîneur aussi. Je trouve ça vraiment, vraiment cool, honnêtement. Puis vous avez eu, depuis ton jeune enfant, c'est ton entraîneur et maintenant aussi, comment c'est d'avoir un père qui est ton entraîneur? Comment vous faites pour réussir à garder un équilibre dans cette relation-là? Oui, regarde, j'ai beaucoup de chance d'avoir mon père comme entraîneur. Beaucoup, beaucoup de chance. J'ai eu l'opportunité d'entraîner avec différents entraîneurs au cours des années. Et chaque année, je vois que mon père, comme entraîneur, il met beaucoup de travail dans les détails. Wow. Il y a des moments, comme par exemple, chaque année, à fin d'année, on a toujours une petite réunion entre lui et moi pour voir si on a réussi nos objectifs, pour voir quels sont les objectifs pour l'année prochaine, l'objectif de résultat, puis objectif personnel, un peu plus de technique ou, on va dire, performance, comment je veux jouer en avant du monde. Puis, avec ça, on peut aussi planifier les tournois qu'on veut faire pour l'année prochaine. Alors, juste sachant ça, j'ai pas eu cette relation avec les autres entraîneurs. C'était complètement différent. Alors, je vois les détails que mon père met dans son travail. Je vois la dédication qu'il met aussi. C'est un autre niveau. Ouais. À mon opinion, c'est un autre niveau. Il prend beaucoup de temps pour m'enseigner à moi comment faire des décisions et aussi comme père à fille, mais aussi comme entraîneur athlète, comment analyser des situations, comment analyser mon jeu de tennis, l'aspect mental aussi, l'aspect émotionnel aussi, si je suis prête à compétitionner ou si j'ai besoin un peu plus de temps à entraîner ou un peu de temps de prendre des vacances, que c'est très normal des fois qu'on on a besoin 2-3 jours où on pense pas au tennis, on passe pas au sport, mais qu'on est juste une femme, une fille de 21 ans qui veut aller à la plage, qui veut aller à la piscine ou même juste regarder des films pour ces 3 jours. Alors, lui, comme entraîneur, il sait comment me guider dans cet aspect-là. Et finalement, pour moi, comme l'analyse qu'il fait de mon jeu de tennis, comme je dis, c'est un autre niveau. La dédication, c'est incroyable et j'ai une chance d'avoir lui comme mon entraîneur et je suis contente aussi que lui, il enseigne les mêmes choses qu'il m'enseigne à moi, à ma petite sœur et j'espère que ça va lui aider. J'ai l'impression que tu as tellement de respect pour ton père, puis je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment beau à entendre parce que je pense que c'est de même qu'on peut avoir un bon travail d'équipe quand on respecte l'un et l'autre. Puis, tu sais, je pense que ce qui est fou, tu sais, c'est qu'on pense toujours que c'est juste l'athlète qui doit s'améliorer. C'est juste l'athlète qui doit avancer. Mais je trouve ça beau d'entendre que ton père, il s'investit encore à tous les jours pour devenir un meilleur entraîneur. Puis c'est ça aussi qui te motive, toi, de le voir devenir un meilleur entraîneur à chaque année. Puis c'est de même, je pense que, en tout cas, dans moi, mes relations avec mes entraîneurs, c'est là que je trouve que j'ai eu les meilleures années de ma vie. C'est quand j'avais un entraîneur qui, pas juste qui me motivait, mais je vais dire qui m'inspirait. Puis je pense que c'est ça qui est beau avec ton papa, c'est qu'il réussit à t'inspirer à tous les jours. Évidemment, il n'y a pas juste ton père dans tout ça, dans ta famille, il y a aussi ta mère. Puis j'étais curieuse de savoir, c'est quoi le rôle de ta mère dans ta carrière comparativement avec ton père? Le rôle de ma mère, au début de ma carrière, il y avait ma mère et mon père qui travaillaient pour aider à payer les entraînements, payer les raquettes de tennis, le cordage. Mais au cours de l'année, on a appris que c'est pas seulement mon père et ma mère, comme je veux mon père être mon entraîneur, lui il doit passer un peu plus de temps sur le cours de tennis, alors il y a moins de temps dans son travail
hors du cours. Alors, ma mère, elle a compris cet aspect-là dans notre vie, puis elle a décidé, regarde, je vais aux États-Unis pour travailler. Elle a fait ce sacrifice de nous laisser au Canada pour moi à l'âge de 11-12 ans. Alors, c'était des années clés pour une jeune fille. Alors, pour moi, j'ai pas eu ma mère dans ces années clés, mais elle a fait ce sacrifice-là pour qu'elle puisse nous aider à payer les entraînements, à payer les voyages alors, avec son travail. Et ces petits moments-là, ça me motive encore plus de continuer, de ne pas abandonner ou même pas prendre mes entraînements like, for granted. Ouais. C'est ça. Qu'il y a des moments où des fois on passe dans le cours de tennis, puis il y a plus de fun que de focus. Alors on doit aussi savoir comment équilibrer ça. Et je pense chaque fois que je pense à ma mère, je pense à une femme forte, une femme indépendante, une femme qui va protéger ses enfants pour qu'on puisse, entre guillemets, survivre dans la vie professionnelle, de pouvoir pas seulement survivre, mais aussi d'avoir accompli tous nos objectifs pour qu'on peut pas seulement inspirer d'autres jeunes filles, mais aussi d'autres jeunes garçons, enfants et familles aussi, que dans ces moments-là difficiles, on doit juste persévérer, on doit juste trouver des solutions et de pouvoir continuer dans le bon chemin. Je pense que les sacrifices, je trouve que c'est un mot qui est intéressant, qu'on m'a posé souvent quand j'étais jeune. Puis je sais pas si tu partages un peu la même opinion que moi. Puis souvent, les journalistes me posaient la question, genre, quel sacrifice tu as fait dans ta carrière pour te rendre là? Puis à chaque fois, ça me mettait mal à l'aise parce que moi, personnellement, en tant qu'athlète, je pensais pas que c'était des sacrifices. On me dit, tu dois avoir eu des sacrifices pour te rendre là. Je suis comme, non, pour moi, c'était des choix. Est-ce que tu penses un peu la même chose pour toi dans ta carrière? Oui, c'est drôle parce que juste hier soir, j'ai eu cette conversation avec mon père. Pour vrai? Oui, non, c'est vrai. C'était pendant le dîner ou même juste avant le dîner, je veux dire, qu'on parlait des sacrifices. Quels sont les sacrifices qu'on a faits? Que mon père, il a dit, le plus grand sacrifice qu'il a fait, c'est de vendre son auto, le dernier auto, l'auto que ma grand-mère a donné à mon père pour qu'il puisse nous conduire aux entraînements. Il a dû le vendre pour que je puisse voyager dans un tournoi. Et ce tournoi, j'ai joué très mal, j'ai perdu première ronde. Alors ça, pour lui, c'était un sacrifice qu'il a dû vendre la dernière chose qu'il a pour nous aider dans le tennis, pour que juste un tournoi de tennis. Mais il a aussi dit que tous les autres, entre guillemets, sacrifices qu'il a fait, tous les autres décisions qu'il a fait, c'était un choix. C'était est-ce que je veux aider à ma fille avoir la chance de gagner dans le sport de tennis, ou est-ce que je veux être un peu plus conservative puis de protéger ma fille et de lui dire que non, aujourd'hui, on ne peut pas aller ce tournoi-là parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et moi, c'était la même chose, que je voyais pas mes décisions comme sacrifice, c'était un choix. J'ai eu quelques invitations à des fêtes, des anniversaires, et dans ce temps-là, je voulais entraîner, je voulais jouer au tennis. Exact. Je voulais juste jouer, je voulais compétitionner. C'était pas vraiment gagner ou perdre, mais je voulais juste frapper une balle de tennis. Et il y a d'autres moments où on n'a pas célébré ma fête, que c'était pendant le début de l'année scolaire. C'est aussi les premiers jours d'entraînement. Et pour moi, la célébration de ma fête, c'était toujours sur le cours de tennis avec mes parents. On retournait à la maison et on mangeait un petit gâteau. Alors ça, c'était ma célébration de tennis. Et on a toujours dit que un jour, je vais célébrer ma fête à le US Open, à New York, parce que ça vient toujours entre ces dates-là. Alors, pensant à ça, je voulais juste m'entraîner pour que je pourrais être prête pour cette opportunité. Wow! Mais vraiment, je pense que je comprends tellement. Je pense que
c'est tellement un shift puis une façon de voir la vie différente. Puis pour nous, j'ai l'impression que c'est comme une clarté. On ne coupe pas un bras si je m'en vais skier. On ne coupe pas un bras, tu t'en vas t'entraîner parce que je pense que la passion est tellement là, est plus grande que le sacrifice. Puis, mais je trouve ça beau que vous ayez cette même philosophie parce que je pense que c'est là aussi que le vrai plaisir se joue. Tu as une carrière fulgurante, super jeune. Qu'est-ce qui a été pour toi, tu penses, le déclic dans ta carrière en tant que jeune joueuse? Ouf, bref, je pense il y a eu beaucoup de moments dans ma carrière, jeune carrière, où ça m'a aidé, beaucoup de défaites aussi, où j'ai pu apprendre beaucoup. Celui qui m'a aidé beaucoup, celui qui m'aide encore en ce moment, c'était à l'âge de 12 ans, une semaine avant le championnat canadien de 16 ans. J'ai joué un tournoi de préparation et je me rappelle très bien que j'ai joué ce match avec beaucoup de peur. Beaucoup d'hésitation. Et quand mon père a regardé ce match, il m'a demandé pourquoi tu as eu peur. Et j'ai fait mais ma réponse était très simple. J'ai eu peur de perdre. Je voulais pas faire des erreurs. Et je pense à ce moment-là, mon père m'a dit que tu peux pas avoir peur dans un match de tennis. Rien de mal va te passer dans ces moments-là. Et dans ma tête, j'ai pas compris, je voulais pas comprendre cet aspect-là dans le sport, dans le sport de compétition. Et quand on a retourné à la maison, mon père m'a dit qu'on va courir. On va aller à Mont-Royal. On va courir jusqu'en haut, les escaliers, et on va redescendre. Mais il m'a pas dit à quelle heure. Alors, quand j'ai retourné à la maison, on a pris quelques heures de repos. J'ai mangé mon dîner, mon souper. Et vers 7h30, 8h, on est allé dehors, puis on est allé courir. Et ça, c'était en février. Alors, c'était tout noir à Mont-Royal. On voyait rien. J'ai eu peur. C'était ce moment-là où j'ai réellement senti la peur, parce que j'ai eu peur que je vais perdre mon père, j'ai eu peur que je vais me perdre. Je voyais rien, il n'y avait pas de lumière en avant de moi. Et mon père m'a juste dit que tu dois contrôler ta respiration. Respire. Attends mes chaussures, que dans un moment ou l'autre, tu vas pouvoir courir à côté de moi. Et tu vas voir tout, que tout qui est en avant de toi va être facile à voir. Quelques minutes plus tard, je voyais tout. C'était le moment le plus spécial pour moi parce que j'ai pu surpasser ce peur et de continuer à travailler, de continuer à me battre pour que je puisse gagner la course contre moi-même. Alors, c'était vraiment un moment très spécial mentalement pour que je puisse continuer à travailler sans avoir peur des erreurs que je fais. Et quand on est arrivé en haut de Mont-Royal, jusqu'en haut de l'escalier, on voyait tout Montréal. Alors, c'était très beau à voir. C'était un moment spécial pour nous. Puis il m'a dit que en ce moment, tu as pu surpasser ta peur, tu peux surpasser your fears. Le plus important, c'est que il n'y a personne alentour de toi, personne qui va être là pour te guider. Rappelle-toi de ça et juste continue à travailler, d'avoir confiance en soi-même. Parce que ça va t'aider dans le cours de tennis. Et je pense que ce moment-là, ça m'a vraiment aidé à comprendre que je peux réellement surpasser n'importe quel obstacle qui est en avant de moi. Et la peur, c'est une des obstacles que je vais rencontrer chaque match, chaque entraînement, mais je sais qu'est-ce que je dois faire pour surpasser. Je sais qu'est-ce que je dois faire pour continuer à m'amuser sur le court de tennis et de continuer à compétitionner. Wow! Vraiment, est-ce que tu y retournes encore monter le Mont-Royal souvent? Oui. Chaque fois que je reviens à Montréal,
J'essaie toujours d'aller à Mont-Royal, de courir le même chemin, de courir les escaliers. Les escaliers me tuent, mais je suis toujours contente chaque fois que je réussis l'objectif Oui. parce que je me rappelle toujours de ce moment-là. Et je me dis que le jour où je ne peux pas courir les escaliers, c'est le jour où je dois arrêter le tennis parce que mentalement, c'est un obstacle très difficile et je suis toujours contente chaque fois que je réussis cet obstacle. Wow, mais j'en doute pas, ça doit être vraiment un endroit spécial pour toi. Il y a un grand moment qui s'est passé dans ta carrière. En septembre 2021, tu as atteint la finale d'un Grand Chelem au US Open. Maintenant, avec un peu de recul, comment tu te regardes maintenant, petite, jeune Leila qui atteint une grande finale? Comment c'était pour toi de vivre ça? Oh, c'était très spécial. C'était un moment réellement très magical que, que c'était un rêve, honnêtement. Ouais. Que c'était un tournoi de rêve. C'était un tournoi où qu'il n'y avait pas beaucoup d'expectations de moi de se rendre très loin. De gagner la première ronde, c'était un objectif parce que j'ai joué contre cette joueuse en 2021, mais je pense en Madrid, et j'ai perdu ce match-là. Alors, j'étais un peu déçue, et pour moi, ce match-là, je voulais la revanche. Alors, quand j'ai gagné contre elle, j'étais très contente. Je me suis dit, ah, regarde, mon objectif est fait. Alors, tout qui est après, ça va être juste un bonus. Je vais juste être contente de jouer. Et d'avoir l'opportunité de jouer contre Osaka, de jouer contre Kerber, aussi Sabalenka et Svitolina, c'était une opportunité juste pour moi de m'amuser, de prendre ces moments-là comme un petit checkmark Oui. dans mon livre d'objectifs parce que quand j'étais jeune, je suis encore jeune, regarde-moi, je suis en train de parler comme je suis vieille, mais quand j'étais j'étais jeune, oui, quand j'étais plus jeune, j'ai des objectifs où j'imaginais de jouer contre ces joueuses-là, ces joueuses grandes, des championnes. Et pour moi, c'était des légendes, que c'était une opportunité juste de jouer contre elles et de dire, ah, j'ai joué contre elles une fois dans ma carrière, c'était un match spécial. Gagner ou perdre, ça me dérange pas parce que je sais que j'ai bien joué, je sais que je pourrais toujours améliorer. Dans ce moment-là, j'ai gagné, alors j'étais contente, mais même si je perds ce match-là, je sais que j'ai tout donné, je sais que j'ai fait tout le possible pour bien compétitionner. C'est ça le plus important. Et dans ce tournoi-là, j'étais très contente de la manière que j'ai compétitionné, que mon père m'a toujours dit de compétitionner avec une sourire, de s'amuser sur le court. Et dans ce tournoi-là, je l'ai fait et je suis toujours contente d'avoir cette opportunité. Wow. Mais je pense que ce que je trouve vraiment beau dans ce que tu me dis, c'est à quel point cette naïveté-là, tu sais, c'était d'être la jeune Leila qui réalise un rêve, puis qui a cette approche-là au lieu d'être impressionnée, d'être juste dans la gratitude puis l'appréciation du moment. Puis je pense que c'est ça aussi, en tout cas de mon côté, c'est là aussi que j'ai eu mes meilleures performances. Souvent, c'est quand j'étais juste dans le moment présent puis j'avais du fun. Du fun à... Puis je pense que c'est ça qui est beau quand on grandit à travers notre carrière, c'est qu'on va vivre ces moments-là de aha moment où tu vis la scène que tu as toujours rêvé, tu sais, depuis que tu es jeune. Puis là, c'est là que ça se passe. Puis je pense que les grands athlètes, souvent, sont capables de juste le vivre ce moment-là, puis de saisir cette opportunité-là, comme tu l'as si bien dit. J'aimerais aussi qu'on parle. Tu es un modèle pour de nombreux jeunes Canadiens, évidemment, incluant ceux issus de la communauté culturelle qui ne se voient pas toujours reflétés dans le sport comme le tennis. Qu'est-ce que ça signifie pour toi d'être un modèle aujourd'hui, à un si jeune âge? C'est un grand honneur d'être considéré modèle pour la communauté culturelle que je suis partie équatorienne, partie philippinoise. Alors, c'était une opportunité pour moi de m'éduquer un peu plus de la culture de mes parents, culture de mes grands-parents. Alors, je suis fière qu'ils
qui m'ont donné les valoirs, oui, les valoirs de, de, de compétitionner, d'être juste une jeune fille, une jeune fille respectueuse, indépendante et intelligente. Alors, pour moi, c'est un honneur d'être partie des noms qui sont des modèles pour eux et j'espère que je peux, et pas seulement moi, mais on peut inspirer à d'autres jeunes filles et jeunes garçons aussi, et familles, de continuer à être fiers d'eux-mêmes et de pouvoir continuer dans leur profession, dans le sport, ou même si c'est l'éducation, de continuer ça avec la tête haute et la fierté, juste la confiance pour accomplir leurs objectifs. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu, tu as lancé ta fondation que je trouve magnifique, c'est vraiment, vraiment chapeau, bravo. La fondation Leila Annie et Famille, de Leila Annie and Family Foundation, vous soutenez des jeunes dans le sport, dans l'éducation en offrant des bourses. Sérieusement, bravo, félicitations. À un si jeune âge, tu fais ça, je trouve ça vraiment magnifique. Qu'est-ce qui vous a motivé? Parce que je pense pas que tu es la seule. Je pense qu'il y a aussi ta famille qui est derrière tout ça. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette fondation aussi rapidement? Regarde, ce projet-là, ça a commencé depuis longtemps. C'était pas seulement que on veut une fondation maintenant, on va l'ouvrir. Non, on a parlé de cela depuis longtemps. Même avant le US Open de 2021. C'était avant de ça. On ne savait pas que j'allais accomplir beaucoup, mais on a toujours dit qu'on veut aider jeunes filles, jeunes garçons à continuer dans leurs rêves, et spécialement à cause que nous, comme famille, on a passé par des moments difficiles, qu'on n'a pas eu beaucoup d'argent pour voyager international dans des tournois internationaux. Alors, pour nous, on a dû faire quelques décisions pour mes parents, décisions difficiles pour mon futur de ma sœur. Et dans ces moments-là, j'ai toujours dit que si j'ai l'opportunité de pouvoir aider à des familles ou à aider une jeune fille, je veux l'aider n'importe quoi. Si elle veut être une joueuse de tennis, très bien. Si elle veut être enseignante, parfait. Ça me donne beaucoup de fierté que le travail qu'on est en train de faire, c'est pour les bonnes raisons. Et j'espère, dans le futur, on peut aussi grandir, que pour le moment, on est en train d'aider à environ 150 familles, mais j'espère que dans le futur, on peut aider encore plus d'enfants et pas seulement des familles au Canada et aux États-Unis, mais aussi des familles internationaux. Que c'est ça l'objectif pour moi, que j'aimerais bien aider les familles en Europe, en Asie, en Amérique du Sud, pour que eux peuvent avoir l'opportunité que nous, on a l'opportunité, les mêmes opportunités. Évidemment, je pense que vous avez des magnifiques objectifs. Puis déjà, c'est déjà grand d'avoir une fondation puis de commencer tout de suite à pouvoir aider au début de ta carrière comme ça. Je pense que il y a évidemment le sujet qui m'intéresse beaucoup, que j'aimerais qu'on parle. Le sujet olympique, Paris 2024, arrive prochainement. Je ne sais pas pour toi, mais bref, je pense que c'est un moment très fébrile. Ça arrive sous peu. Tu as eu la chance de participer aux Jeux de Tokyo 2020. Quelle est ton anticipation vis-à-vis maintenant les Jeux de Paris 2024 qui arrivent? Je pense que ça va être l'ambiance de la foule, les encouragements de la foule canadienne aussi, que au moins, malheureusement, à Tokyo, il n'y avait personne. Il y avait seulement l'entraîneuse de la fédération et quelques joueuses de tennis qui sont là pour nous encourager. Alors, c'était un moment très difficile, mais aussi un honneur de pouvoir représenter le Canada dans les Jeux olympiques. Mais cette année-là, pour Paris,
d'avoir la foule, l'ambiance, ça va nous donner plus d'énergie, ça va nous motiver encore plus. Alors la compétition va être encore plus intense. Alors je pense pour nous en tant qu'athlètes, c'est une opportunité de juste bien jouer en avant d'eux et comme en tant comme compétitrice, c'est une opportunité de gagner ou pas vraiment de gagner, mais oui, de gagner, mais de faire une bonne spectacle pour eux. Alors, pour moi, c'est ça l'opportunité et je pense les Jeux olympiques de Paris, ça va être encore plus spécial pour tous les athlètes qui vont participer. Qu'est-ce que tu as appris de ton expérience aux Jeux de Tokyo? Évidemment, on le sait, les Jeux de Tokyo étaient vraiment différents de tous les Jeux qui ont jamais eu dans l'histoire, mais pour toi, personnellement, ton expérience, c'était quand même ta première expérience olympique. Comment tu as trouvé ça? Puis qu'est-ce que tu en as retiré pour ton approche vers 2024? Je pense que qui m'a surpris beaucoup dans les Jeux olympiques de Tokyo, c'est tous les athlètes qui sont là. Pour moi, dans la vie de tennis, comme c'est un sport très singulaire, Oui. on est toujours dans notre propre bulle. On n'a pas vraiment des meilleurs amis dans le circuit parce qu'on va jouer contre elles la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Exact. Alors, c'est toujours difficile d'avoir cette amitié-là. Mais dans les Jeux olympiques, j'ai pu faire beaucoup d'amis. J'ai pu connaître beaucoup de jeunes filles athlètes canadiennes qui sont là pour compétitionner et de gagner une médaille. Alors, c'était vraiment un honneur et un plaisir de les connaître et j'espère pour moi de les voir à Paris aussi. Mais vraiment, pour moi, j'espère de pouvoir grandir cette amitié-là et juste d'apprendre beaucoup des athlètes qui sont là. Ce qui m'a aussi inspirée, motivée, c'est de voir ces athlètes-là entraîner. Je me rappelle à Tokyo, il y avait beaucoup d'athlètes qui sont dehors des chambres en train de courir à 6 heures du matin. Alors, c'était incroyable pour moi de les voir entraîner aussitôt, de voir cette motivation, cette dédication dans leur sport. Et bien sûr, je ne suis pas surprise parce qu'il y a une raison pourquoi ils sont là, mais j'étais aussi surprise parce que je pensais que j'étais la seule, on va dire. Entre guillemets, j'étais la seule. Tu t'es retrouvée autour de tes pairs. Exactement. T'en avais d'autres décrinqués. Exactement. Ça m'a ouvert les yeux de voir autant d'athlètes très tôt en train d'entraîner. Alors, ça m'a motivée encore plus. Je dis que, finalement, je suis pas la seule. Finalement, je peux voir une parallèle entre moi et eux, que je peux réellement continuer dans le bon chemin. Mais je pense que les Jeux olympiques, tu sais, je sais pas c'est quoi vivre un tournoi professionnel, mais pour ma part, les Jeux olympiques, ça signifie tellement le meilleur des athlètes. Ça signifie, c'est les valeurs olympiques, l'amitié, l'inspiration. On arrive à l'apogée de notre art, qui est notre sport, puis tout le monde est là pour performer, mais il y a cette espèce de respect pour l'un et l'autre partout à travers le monde. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de débat politique. Là, on est là juste parce qu'on est tous des passionnés de ce qu'on fait, de notre sport, puis je trouve ça vraiment beau de t'entendre à quel point ça t'a inspiré parce que je pense que pour nous, les athlètes amateurs, quand on voit des athlètes professionnels, on est tous excités puis on est tous contents parce qu'on dirait qu'on arrive aux Jeux olympiques, on est tous au même pied d'égalité parce qu'on a tous fait les mêmes efforts pour se rendre là. On est vraiment, je veux dire, la crème de notre sport pour être là. Puis je pense que quand on devient olympien, on est olympien à vie. Puis on peut se retrouver. Puis pour moi, quand je rencontre d'autres Olympiens, je suis tellement contente parce que j'ai l'impression qu'on se comprend. On a vécu tellement d'émotions similaires que ça va nous rester à vie. Puis ça fait partie de notre cœur, j'ai l'impression. Puis là, de savoir que tu t'en vas faire un 2e Olympique à Paris pour elle, je suis super excitée pour toi parce que je pense que c'est ça qui est intéressant, c'est que chaque jeu nous amène différentes expériences. J'ai eu la chance d'en faire 3, mais qui ont été toutes différentes. Puis là, Paris va être vraiment excitant, je pense, pour toi. Tu sais à quoi t'attendre.
Tu vas pouvoir rencontrer tous tes amis aussi que tu t'es fait à Tokyo, puis encore plus librement. Donc ça va être vraiment génial. Est-ce que tes parents et ta famille vont venir te regarder à Paris? Honnêtement, j'ai aucune idée. J'adore. C'est ça, non, j'ai aucune idée s'ils vont venir et s'ils vont faire le voyage. Je pense que je vais aller avec mon père comme entraîneur, que je me rappelle à Tokyo, je voulais que lui soit là, mais à cause des règles, c'était un peu difficile. Alors, je pense que cette année-là, il va venir, il va pouvoir me supporter dans les estrades aussi. Alors, c'est vraiment pour moi une opportunité. J'ai aucune idée s'ils vont venir, mais j'espère que oui, j'espère que mes grands-parents, ma mère et mes sœurs peuvent venir pour nous supporter. Mais sinon, je sais qu'ils vont crier à la maison en avant de la télévision chaque point. Évidemment, on parle des Jeux olympiques de Paris 2024. L'équipe canadienne lance la campagne L'Invincible Courage. C'est en fait pour célébrer le courage des athlètes face aux défis lors de leur parcours olympique. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie d'être courageuse? Ouf. Pour moi, d'être courageuse, c'est... J'ai eu cette conversation il y a longtemps avec mon père parce qu'on a eu un petit débat entre être courageuse... Qu'est-ce qui est plus fort, être courageuse ou être fearless? Et moi, j'ai dit fearless parce que je pensais que si on n'a pas de peur, on est invincible. Mais mon père, il a dit que non. Le plus important, c'est d'être courageuse. La personne qui est plus forte, c'est ceux qui sont courageuses parce que premièrement, c'est impossible de ne pas avoir peur. Mais la personne la plus forte, c'est la personne qui a le courage de surpasser ses peurs, d'avoir la force dans le cœur, la force mentale. Wow, bravo. Je suis 100% d'accord. J'adore le parallèle avec ton père. Honnêtement, j'aimerais vraiment ça y parler. Je pense qu'il y a d'énormes conseils incroyables. J'aimerais vraiment ça être là durant vos soupers de famille parce que clairement, c'est vraiment inspirant de vous entendre. Tu me parles de fearless, tu me parles d'être sans peur, d'avoir du courage. Il y a aussi l'effet d'accepter avec courage toute la pression du monde que tu as sûrement d'être une athlète internationale, d'aller sur des scènes internationales, puis de devoir faire une performance. Comment tu trouves le courage dans cette carrière-là, de prendre en charge cette pression-là? Bon, regarde, il y a un autre parallèle. Mon père m'a toujours dit que la pression, le stress, ça va être mes meilleurs amis. Alors, pour moi, entendre ce message-là chaque semaine, chaque jour, je pense que j'ai compris que la pression, je dois l'accepter, oui. Que si je joue au tennis, il va y avoir de la pression dans le cours de tennis, dans mes résultats, dans la vie du média. Mais si je joue pas au tennis, il va y avoir, ou si je, entre guillemets, vis une vie normale, que je suis, on va dire, une enseignante, par exemple. Je vais avoir la pression de pouvoir payer la nourriture, de payer la maison. Alors, pour moi, c'est ça. Il y a différentes pressions dans toute la vie. C'est ça que mon père m'a dit. Alors, peu importe le chemin que tu choisis, il va y avoir la pression. Alors, meilleur de prendre ça comme si c'est ton meilleur ami. Et je pense qu'avec cette mentalité, j'ai pu accepter encore facilement des mots négatifs que je reçois dans les réseaux sociaux, les défaites que je vis. Je prends ça pas vraiment au cœur, que je dis, OK, bon, j'ai perdu aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire pour améliorer? Bien sûr, je passe par un moment difficile où je dis que c'est la fin du monde et que je peux pas croire que j'ai perdu, mais c'est ça, la pression, ça va être mon ami pour le tennis et ça va être mon ami après le tennis. Alors, je dois juste savoir comment naviguer avec la pression et de continuer de vivre la vie que je veux, de pas avoir mes résultats, mais dicter quelle personne je suis. Que je suis une personne
gentille, que je suis très généreuse. Je sais que il y a des moments où je suis drôle aussi. Alors ça, c'est le plus important. Alors la pression extérieure de gagner ou de perdre, c'est pas aussi important de qu'est-ce que je pense en moi-même. J'adore que ton père est capable de t'avoir appris à relativiser la pression que finalement, puis des fois, je pense que c'est ça aussi que les gens de l'extérieur nous donnent l'impression que cette pression-là est plus grande qu'elle est vraiment, puis que finalement, je pense que ton père l'a bien dit, de relativiser que tu aurais de la pression dans tous les autres domaines. C'est juste que là, elle est vue par beaucoup de monde, mais cette pression-là, elle existerait pareil, puis de la voir positivement, puis je trouve ça tellement bon et brillant parce que je pense que moi aussi, dans un sens, mes meilleures performances, c'est aussi quand j'avais une pression parce que j'aimais l'énergie que ça me donnait. Ça me permettait d'aller plus vite, d'être une autre version de moi-même, comme si j'étais genre rendue une super-héros, tu sais, parce que ça donne ce boost-là. Puis le voir positivement, c'est tellement une force pour une athlète. Puis je pense que ton père a vraiment des bons conseils, clairement. Tu m'as parlé aussi un peu, évidemment, en parlant de pression, on parle aussi pression publique. Comment tu gères, quelle est ta relation, en fait, avec les médias sociaux? Parce que tu es quand même très active, tu fais beaucoup de contenu, autant sur ton Instagram que ton YouTube channel. Fait que quelle est ta relation avec les médias sociaux? Bref, ma relation avec les réseaux sociaux, c'est un peu compliqué. Regarde, il y a des bons moments, il y a aussi des mauvais moments. Les mauvais moments, c'est quand je perds un match de tennis ou même quand je gagne. Je reçois des messages un peu plus difficiles à lire et dans ces moments-là, j'essaie de lire ça avec une sourire parce que je pense pas que ces personnes-là me connaissent comme moi, comme je suis une personne, quel type de personne que je suis. Alors, quand je lis ces messages-là, je dis, OK, bon, ce sont leurs opinions, mais l'opinion de moi-même, c'est plus important que l'opinion d'une personne que je connais pas. Alors, alors la pression du média, des fois, je vois une photo de moi-même, puis je lis le caption, que j'ai perdu contre une fille qui est moins classée que moi, qu'elle a très mal joué, elle doit travailler son service, elle doit changer d'entraîneur. Il y a beaucoup de choses que je lis et pour moi, je dis, regarde, je pense pas qu'ils savent que j'étais malade 24 heures avant. Ils savent pas la situation que je suis en ce moment-là et honnêtement, ça me motive encore plus parce que je veux comme utiliser ce type de message comme motivation de leur dire que, non, que ça, il n'y a pas importe ce que tu me dis, je vais travailler encore plus fort et le prochain match que je joue contre ces joueuses-là ou le prochain match que je vais jouer, je vais te prouver que c'était juste une mauvaise journée, que je suis meilleure et que l'entraîneur d'équipe que j'ai en ce moment-là, c'est une bonne équipe que je peux continuer, que je veux continuer ma carrière avec, que je veux continuer les prochaines années jusqu'à la fin de ma carrière. Et je pense avec cette mentalité d'avoir l'acceptation que je vais recevoir ce type de message-là, ça m'a aidé beaucoup à continuer avec la tête haute et avec l'ambition de toujours m'améliorer encore plus. Écoute, Leila, je ne veux pas prendre plus de ton temps, mais je voulais juste comme terminer en te disant merci de t'ouvrir aujourd'hui comme ça avec nous. Je trouve ça tellement rafraîchissant d'en savoir plus, de savoir comment tu gères toute cette pression-là, d'entendre ta relation avec ta famille, parce que je pense tellement que c'est important dans ta vie, puis d'apprendre c'est qui Leila. Puis je pense que t'es une incroyable jeune fille qui inspire tout le Canada en entier par tes performances, mais surtout par tes valeurs. T'es vraiment, mais vraiment une belle jeune fille et vraiment félicitations. Je suis vraiment heureuse d'avoir passé ce moment-là avec toi, puis je te souhaite bon courage pour tous les prochains tournois qui t'attendent. J'ai extrêmement hâte de te voir à Paris, puis je te souhaite tout le succès que tu déserves. Merci beaucoup, Leila. Merci beaucoup, Justine. C'était un honneur de parler avec vous.